voulais savoir à quel moment tu bascules alors tu dis petit projet, je reprends tes termes parce que dans l'absolu ça reste quand même très quali, mais de la pub, des projets, etc., qui sont très français et peut-être plus limités, à une carrière internationale sur du long, du clip de star internationale, de la série, etc. Il y en a beaucoup qui n'osent pas se dire chef opérateur, mais qui vont se dire filmmaker ou vidéaste, mais qui ont l'impression qu'il y a une porte entre faire des vidéos sur YouTube et parfois ils en font des super qualités, mais de se dire je passe le cap de je vais travailler sur des gros plateaux et tout ça, il y a vraiment une barrière, je sais pas si c'est que mental, mais un peu ce truc de où est la porte pour y rentrer, quoi. En tant que chef opérateur, moi je peux choisir une personne, l'amener sur le tournage et d'apprendre comment ça marche. Et en plus de ça, Netflix va payer 150 pounds par jour pour 15 jours. Et donc je dois choisir donc, quel jour sur, je sais pas, 50 jours de projet, 15 jours où ma mentee peut être avec nous. Et son seul travail, c'est d'être avec nous et d'apprendre. Moi, je me suis dit, waouh, ils sont quand même 20 ans en avance. Bonjour à tous, bienvenue sur le podcast vidéo, en vrai le podcast de Commune Image en partenariat avec Run & Gun. Je suis hyper contente aujourd'hui de recevoir Kaname Onoyama, chef opérateur de renom. Et on va avoir plein de trucs à raconter aujourd'hui. Je suis I'm excited. Je suis hyper contente. Et toujours notre ami Tullio. Comment tu vas, Tullio ? Ça va. En ce temps pluvieux, je me porte bien. Ouais, on le dit pas là, mais parce qu'on a mis plein de lumière, mais il fait hyper moche. Mais le plus important, comment tu vas, toi, Kaname ? Je vais bien, merci. Et c'est hyper cool parce que Kaname arrive aujourd'hui. Là, il est de passage. Et tu étais où, d'ailleurs ? T'étais où juste avant nous ? J'ai fini un tournage en Corée. J'ai fait une série pour Amazon US, une série d'espionnage qui s'appelle Butterfly pour l'instant, voilà, qui va sortir l'été prochain, a priori, en 2025. Et je viens de finir ça, et là, je suis en train de faire quelques pubs. Là, j'étais en Slovénie, je viens juste de rentrer. La vie excitante du chef opérateur, c'est pas comme ça, on croit, mais on va en parler justement aujourd'hui. L'idée qu'on a, nous, avec En Vrai, c'est justement de remettre de la réalité dans les parcours professionnels pour donner envie, et je sais que c'est quelque chose qui t'est cher aussi, de donner envie à des nouveaux profils différents de rentrer sur la chaîne de production, sur la chaîne de diffusion des films, et en fait d'expliquer comment on vit de nos métiers et comment on gagne sa vie de nos métiers, comment ça fonctionne, et pour ces nouvelles personnalités qui vont donc bien nous rejoindre. Et du coup, on commence par le début. Ok. Tout le monde est d'accord. Et je voulais te demander, qu'est-ce que tu rêvais de faire, toi, quand tu étais petit ? Ouais. Est-ce que je me présente d'abord ou pas ? On va refaire ton parcours, etc. Ben oui, présente-toi, vas-y. Ok. La carte d'identité de Kaname Onoyama. Vas-y, je t'en prie. Bonjour, je m'appelle Kaname Onoyama. Je suis chef opérateur et fondateur de l'association DIV+. Voilà. On va revenir sur DIV+, après, parce que c'est vraiment absolument génial ce que Kaname a fait, avec d'autres qu'on citera tout à l'heure avec ce projet-là. On repart au petit Kaname. Oui. Qu'est-ce qu'il voulait faire, le petit Kaname ? Quand j'étais petit. Ouais, quand t'étais petit. C'était quoi ton rêve ? Donc moi, je suis né à la campagne au Japon, dans le banlieue de Osaka, en tant que fils des deux artistes de céramique dans l'art traditionnel. Et ils étaient professeurs de l'université. Moi, j'ai pas vraiment voulu faire la céramique comme mes parents, mais j'ai été dans un environnement où la création a été toujours proche de moi. Mais il y avait une chose que je voulais pas faire comme mes parents depuis que j'étais petit. Et moi, je suis né au début des années 80. Bien évidemment, on a grandi avec les mangas et aussi à la naissance de Studio Ghibli, qui était en 86. Donc, j'ai vraiment évolué mon parcours d'enfance avec le studio Ghibli. Donc, on sait que c'est très influent le studio Ghibli en Europe, mais je sais pas, au Japon, c'est énorme, c'est Disney. C'est vraiment énorme, ouais. D'accord. C'est pas que moi, mais c'est vraiment pour absolument pour tout le monde, et surtout les gens de notre génération. On est vraiment
né et grandi avec le studio. Donc le studio Ghibli, sans doute, c'était ma première inspiration de cinéma. Et donc j'aimais bien dessiner. Je pensais à être un auteur de manga ou travailler en tant qu'animateur, travailler dans l'animation. C'est ça qui m'a fait rêver pour la première fois quand j'étais petit. De cinéma et d'image, quoi. Cinéma et d'image. Aussi, bien évidemment, c'était l'époque sans Internet et j'étais à la campagne, donc j'avais pas d'accès au cinéma filmé. C'est pas comme en France où il y a des cinémas partout. Nous, on a vraiment grandi avec la télé et l'animation et le manga. J'avais pas d'accès au cinéma qui est devenu mon métier d'aujourd'hui. Ok. Et comment donc tu fais un parcours, enfin tu vas à l'école, etc. À quel moment tu t'es dit tiens, déjà je veux effectivement poursuivre ma carrière là-dedans. Est-ce que tu as commencé par faire autre chose après enfin est-ce que tu as tout de suite fait des études de cinéma? Est-ce que tu as bifurqué par autre chose? Et à quel moment tu as choisi effectivement de Faire le travailler cinéma. sur l'image et sur le métier que tu fais aujourd'hui? Ok. Donc en fait, je suis allé au collège-lycée, toujours au banlieue d'Osaka, dans un internat, dans une école religieuse shintoïste assez stricte, où j'avais vraiment, sur le coup, pas d'accès à aucune forme d'art, vraiment. J'avais l'art accessible pour nous, c'était la bibliothèque et la littérature. Donc j'ai énormément lu quand j'étais jeune. Et ça m'a donné envie d'étudier la littérature. Et donc, je suis allé à Tokyo après le lycée pour faire des études de littérature, en sachant que j'allais jamais faire que la littérature de ma vie. Mais voilà, la littérature comme l'entrée vers le monde de l'art. Et le but pendant mes études à Tokyo, qui a commencé à partir de l'année 2000, c'était de trouver ce que je voudrais vraiment faire. Et donc, dès le premier mois, en arrivant à Tokyo, je suis allé voir des films dans les salles indépendantes qui diffusaient les films genre, européens destinés au festival pour la première fois. Et je me rappelle, un des premiers films que j'ai vu là-bas, c'était Seul contre tous de Gaspard Noé, et qui sortait à ce moment-là à Tokyo. Et ça m'a énormément marqué. C'est là où j'ai senti le potentiel du cinéma comme la littérature, parce que je croyais que le cinéma filmé, ce n'était que le divertissement. Je pensais que ça n'avait pas la même profondeur que la littérature ou autre forme d'art. Je voulais savoir si au Japon, le cinéma avait une place aussi prépondérante dans la culture qu'en France. Justement, non. Je pense que la position de cinéma au Japon, ça ressemble à la position de cinéma d'animation en France. Donc c'est considéré quelque chose qui est un peu enfantin pour le divertissement, qui n'est pas pris au sérieux comme d'autres formes d'art. Ok, ouais, artistiquement, d'accord. Ouais. Ouais, c'est intéressant. Et donc là, toi, tu découvres le cinéma européen, etc. Et là, tu dis peut-être que ça me donne envie de creuser un peu plus et d'y aller. Et du coup, tu commences par quoi? Donc j'ai commencé à regarder les films. Et aussi, c'était l'année 2000, c'était voilà, l'année où je suis allé à Tokyo. C'était la première année où j'ai touché Internet pour la première fois. J'ai eu le téléphone portable pour la première fois. J'ai appris à utiliser, faire des documents sur l'ordinateur. En même temps, j'ai appris à faire des sites web. Euh, donc, j'ai fait plein de choses. Aussi, dans ma fac, il y avait toutes les sortes d'études qui étaient possibles. Et il y avait un campus qui était vraiment spécialisé dans le domaine domaine de médias, la nouvelle technologie. Donc, j'ai passé 2 ans en tant que, comment on dit, un étudiant non officiel, Ouais. d'aller là-bas 3 fois par semaine pour faire des séminaires avec des autres étudiants. Donc, c'est là où j'ai appris à utiliser les logiciels 3D. On a fait des courts-métrages avec la nouvelle caméra numérique
qui était en train de sortir en collaboration avec NHK, Sony, etc. Donc j'ai fait vraiment plein de choses pendant mes études, pas que la littérature. Et C'est intéressant ce que tu vois, je reviens juste, mais ouais, c'est souvent le conseil que je donne parce qu'il y a plein de jeunes qui ouais. viennent nous voir ici pour nous demander par quoi on commence. Et là, c'est une super belle illustration. En général, je leur dis commencez par regarder des films et par faire, même si vous savez pas faire. C'est marrant, c'est exactement ce que tu as fait en fait. C'est ce Oui, que tu racontes. donc voilà, Ouais. j'ai commencé à regarder, et donc j'ai commencé à être vraiment intéressé par le cinéma rapidement. Euh, et en parallèle, j'ai coché un peu par hasard l'option de la langue française comme langue étrangère, deuxième langue étrangère à l'université, qui était une option obligatoire. Euh, Ça m'a beaucoup plu. En plus, ça coïncidait le fait que j'ai vu Gaspard Noé pour la Mm. première fois. C'était vraiment la première fois que j'ai entendu la langue française. Et en même temps, j'ai appris bonjour, voilà, à la fac pour la première fois. Et d'accord, ce que j'ai entendu, c'était français et ça se passait en France. Je m'en rendais vraiment compte de rien du tout. Et ça m'a énormément plu. Et en deuxième année, pendant les vacances d'été, j'ai décidé de voyager en France pendant 35 jours. Euh, C'était une expérience vraiment euh, bouleversante pour moi. Euh, C'était encore avant euh, l'introduction de l'euro. Donc, Ouais. c'était encore en francs. Je ne me rappelle pas de grandes choses, mais par rapport à Yen, à l'époque, il y a 20 Mm. ans, c'était beaucoup moins cher. Et ça m'a permis de faire des enchaînements entre les auberges de jeunesse. Donc Et toi, tu as aimé la France, parce qu'on entend beaucoup parler des Japonais qui sont traumatisés par la France. moi, comme Donc, ma porte d'entrée, c'était ouais, c'était la culture c'était et le c'était cinéma. seul contre tous. Ouais, Du coup, ouais, ça l'attente était limité. Ouais, je comprends. ouais, c'était pas du tout. Je rêvais absolument pas à tout ce qui est glamour, luxueux de la France. Mais On ne savait pas que Gaspard Noé était en fait un ambassadeur vachement plus réel mm, que Emily in Paris. Maintenant, c'est à ouais, transmettre Ouais. pour les voilà. agences de tourisme et les... Ouais, c'est vrai. Donc, j'ai absolument pas rêvé, voilà, à cet aspect de la France. Donc, ça m'a choqué, mais d'une bonne manière. Et j'ai beaucoup aimé être en difficulté de ne pas pouvoir parler correctement des langues. Même mon anglais était vraiment approximatif. Euh, donc, j'ai fait tant bien que mal communiquer avec les mains et d'expliquer ce que je voulais, où je vais dormir et tout, tous les jours. Et surtout, c'était une occasion pour rencontrer plein de gens, plein de jeunes qui venaient de partout euh, en voyageant en France. Et parfois, il y avait même des gens qui venaient des pays dont je connaissais même pas le nom. Euh, et on m'a beaucoup demandé plein de questions assez fondamentaux, comme pourquoi tu es là, pourquoi tu fais ci, pourquoi tu fais ça, pourquoi tu as décidé de faire la littérature, pourquoi tu as décidé d'aller à Tokyo, pourquoi tu veux faire le cinéma, pourquoi t'aimes, voilà, on m'a posé plein de questions j'étais surpris que je ne pouvais vraiment pas répondre pourquoi je faisais. Euh, Et ouais, vous n'êtes pas seul. L'année a testé aussi avant vous. euh, Avant Parcoursup, même. Surtout, en fait, surtout, j'étais dans une université où j'ai beaucoup parlé de mes études avant l'université, où au Japon et en Corée, je pense, nous, on est dans un système d'éducation où le but, c'est de faire la meilleure université possible, euh, quoi que ce soit les domaines. Et c'est vraiment une compétition en masse, et tu dois être les meilleurs étudiants qui vont à Tokyo, qui vont dans telle université. Et après, tous ces étudiants vont travailler dans les plus grandes entreprises ou dans la partie politique. Ou, voilà, c'est un système d'élite qui est lié à, qui est dans cette parcours d'éducation où j'ai juste suivi, comme j'étais. Je pense que personne m'a forcé, mais je me sentais vraiment obligé d'aller dans une bonne université. Et j'ai consacré toute ma jeunesse pour réussir le concours.
euh, que j'ai finalement réussi, mais je n'arrivais pas à expliquer Pourquoi? pourquoi j'ai fait ça. Bien sûr, parce que au Japon, la question ne se pose pas parce que c'est la seule bonne chose à faire quand tu es au lycée. Il n'y avait pas d'autre choix, vraiment. Alors que je savais que je voulais travailler dans des domaines créatifs, en pensant devenir artiste plutôt que businessman. Euh, mais le fait que j'ai essayé de ne pas faire exactement la même chose que mes parents, et en plus je n'avais pas d'accès à toutes les informations parce que j'étais à la campagne, qui fait que voilà, je me suis rendu compte pour la première fois que je faisais que suivre les avis des autres. Donc, c'est Et la France qui t'a c'est questionné. la France et surtout les gens que j'ai rencontrés Le qui venaient de multiculturalisme. partout de toute la planète. Et ouais, ça m'a énormément fait réfléchir. Et donc ce voyage était super important pour moi. Et à la fin de mes études de la littérature au Japon, il y avait deux choses. Je voulais d'abord, j'ai décidé de travailler dans le cinéma un jour. Et j'ai décidé de quitter le Japon, au moins pour faire des études. Voilà. Et la décision pour faire le cinéma a été prise vraiment à la fin de mes parcours, à la fin de mes études de 4 ans. Donc j'ai décidé de ne pas participer au recrutement national, qui est... c'est un peu bizarre d'expliquer, mais en fait, au Japon, toutes les entreprises préparent à l'entrée des jeunes sortant de l'école de manière organisée en masse. Euh, donc, à partir après les vacances d'été de 3e année, tous les étudiants changent de coiffure, tous la même chose. Tout le monde aura des mêmes coiffures, même costume, même sac, même chaussures, même montre pour se présenter à telle semaine, c'est le domaine de médias. Telle semaine, c'est le domaine de finance. Telle semaine, c'est le domaine de... Voilà, c'est comme ça qu'en fait ça déroule. Tout le monde envoie des CV à tout le monde. Et C'est incroyable. Moi, je voyage complètement. Je me trans... ouais. C'est limite cinématographique, en fait. C'est assez terrifiant. C'est fou. Moi, j'ai été terrifié de l'idée de choisir au pif du reste de ma vie. Donc, tous ces gens-là, le Japon était encore, il y avait cette croyance sur la carrière où on choisit une entreprise, la meilleure, qui donne toutes les options, que tous les meilleurs salaires et les options pour pour payer le loyer, pour élever les enfants. Donc, et se couvrir pour l'assurance, etc., etc. C'est l'entreprise qui s'occupe de toi, mais tu donnes 40 ans de ta vie pour une seule entreprise. Et surtout, les étudiants sortant de mon université. Donc, tous mes amis ont participé à cet recrutement qui m'a terrorisé. Je ne pouvais pas y aller. Donc, je me suis quand même inscrit sur un site web. Donc, il y avait un site bien organisé. Voilà, t'as qu'à juste cliquer, d'envoyer le CV et comme ça, ton profil rentre. Et les entreprises d'abord regardent juste les noms de l'université. Donc, déjà, si tu as fait l'université que j'ai fait, déjà, tu passes en première étape. Donc là, tu es invité, tu te présentes avec 2000 étudiants autour de toi et tu parles avec... Il fait monter le stress. Moi aussi, j'ai des bouffées de chaleur. Voilà, j'ai jamais vu, du coup, Ouais. je l'ai jamais vu en vrai, mais voilà, j'ai déjà vu les images de comment ça se passe, ce genre de recrutement, et je ne pouvais pas le faire. Je voulais faire autre chose, mais je n'avais pas assez d'informations ni confiance que est-ce que j'arrive à vivre autrement que ça? Parce que j'étais un bon élève et si je disais oui à ce genre de choses, j'aurais pu avoir une vie dont tout le monde rêvait. Mais euh, j'ai presque décidé d'y aller d'ailleurs. Et un jour, je suis entré chez mes parents et j'ai dit à mes parents, mais moi j'ai décidé de faire ça, comme les autres. Puis les gens, mes parents m'ont dit,
Et pourquoi tu veux faire ça? Encore une fois, encore pourquoi? Et bah, C'est le titre du film de la vie de Kaname. Pourquoi? et moi, j'étais presque gêné parce qu'ils m'ont demandé pourquoi, parce que c'était pour mes parents, parce que c'était un peu une sorte d'idée que tous les élèves avaient. Maintenant que les parents t'ont élevé, Tu leur dois de bien voilà, faire. maintenant, Voilà. pour remercier, c'est la réussite. Pour la réussite, c'est travailler dans ce genre d'entreprise et d'être, comment dire, considéré comme une personne, un adulte Responsable. responsable, voilà. Mais j'ai Et le donc, sentiment qu'il n'a pas été responsable, Kaname. Je ne connais pas le début de l'histoire, mais la fin de l'histoire. normalement, les parents normaux euh, devraient être émus de ça. Oh, mon fils, mon grand-fils, t'as bien fait. Voilà, c'est la réaction naturelle dont tout le monde attend, je pense. Mais la privilège que j'avais, c'est que mes parents ont juste rigolé fort. Ils ont tellement rigolé parce que ça n'avait aucun sens pour eux. Pourquoi toi tu vas faire ça? Ça n'a aucun sens. Et Tu n'avais pas cette pression parentale au final. non, pas du tout. Ça D'accord, venait c'est de. toi-même qui, Ouais, j'ai créé cette pression sociale en voyant autour, en voyant autour. Et aussi, voilà, j'ai essayé de créer mon chemin tout seul sans vraiment partager tout ça avec mes parents. Qui fait que j'ai failli faire une mauvaise choix de ma carrière. Mais comme mes parents ont rigolé, tout de suite après, j'ai dit « Ah non, 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 j'ai rien dit. Je m'en vais. C'était une blague. Je pars demain. Je pars demain. » Voilà. Donc, je n'ai pas fait ça. Et j'ai décidé de teinter les cheveux. Ouais. Juste pour pas être comme les autres. J'ai teinté les cheveux parce que c'était un peu à la mode des années 2000. Je teintais les cheveux un peu rousses, juste pour montrer que voilà, je fais pas partie de toutes ces choses-là. Je fais le chemin inverse. Voilà, exactement. Et il me restait encore un an pour décider ce que je vais faire et tout. Et je savais que j'étais intéressé par le cinéma, mais je n'avais aucune information de comment on peut devenir cinéaste. Donc à ce moment-là, mon niveau de connaissance sur la production de cinéma, c'était il doit y avoir un auteur et quelqu'un qui réalise, il y a des acteurs, il y a des producteurs qui financent, et il devait y avoir plein de gens autour qui font des travaux un peu difficiles et sales, sous la pluie et tous les jours. Je me disais que ce serait jamais mon boulot. Voilà. Ouais. Je croyais que j'allais devenir juste réalisateur parce que je connaissais pas autre chose. Et en même temps, voilà, j'ai décidé de faire des études à l'étranger. Ouais. J'ai regardé un tout petit peu des options aux États-Unis et puis j'ai vu le prix et puis j'ai même pas réussi à le partager avec mes parents. Et la France, voilà, il y a plein de choses qui étaient beaucoup plus accessibles. En plus, voilà, au fond de moi, je voulais vraiment venir en France, au moins pendant 2 ans, 3 ans, pour savoir ce qui est en dehors du Japon. Voilà. Et du coup, tu étais où Donc, qu'est-ce que tu as fait comme études en France? Où est-ce que tu es arrivé? Donc, je suis arrivé en France en avril 2004 parce que le système scolaire au Japon se termine en mois de mars. Et donc, en mois de mars... tout de suite, il est parti. Une semaine après, j'avais juste une valise, j'avais aucun plan. Et au début, j'étais dans un atelier des artistes qui avait étudié au Japon. À Paris, tu étais à Paris? Ouais, donc je suis venu directement à Montreuil, où il y avait une connaissance qui datait de 40 ans de mon père quand mes parents étaient étudiants à Tokyo. Donc j'étais dans une sorte de résidence d'artiste pendant 2 semaines et j'ai très vite trouvé un petit appartement dans le 15e. Et t'as repris tes études à Paris ou t'étais... Ouais. Parce que le but, c'était pour faire des études de cinéma maintenant. Maintenant, je voulais apprendre le cinéma. La question, c'était est-ce que tu as quand même commencé à travailler directement sur les... Tu as essayé de te placer sur les plateaux? Non, non, je voulais étudier. Ouais, je voulais étudier. Je me sentais pas prêt. Et je pense que contrairement aux jeunes d'aujourd'hui qui m'impressionnent tout le temps, alors qu'ils ont encore 22 ans, 23 ans, ils ont déjà une idée très concrète sur leur carrière, qui font des belles choses déjà. Alors que
moi, à l'âge de 22-23 ans, c'était vraiment, j'avais l'impression que je venais juste de sortir presque du prison. Mmh. Et je n'avais aucune connaissance sur le monde et je devais encore découvrir Mmh. pour savoir qui je suis et qu'est-ce que je peux faire. Donc, j'avais aucune idée sur ni le cinéma ni de moi-même. Mmh. Et donc, j'avais 5 mois pour trouver La une, formation, une, enfin une l'école que tu formation. voulais. Et, et voilà, j'ai commencé à rencontrer des gens. Il y avait des étudiants japonais qui étaient dans une autre école de cinéma, Eikar, qui m'a un peu appris ouais, il y a Eikar, il y a l'ESRA, il y a nanana. Après, voilà, moi, je voulais tenter la FEMIS, que j'avais déjà entendu quand j'étais à Tokyo. Mais d'abord, il fallait perfectionner la langue française. Du coup, je me suis dit d'abord, je rentre quand même dans une école de cinéma privée. Et j'ai fini par choisir l'ESRA parce que il n'y avait pas de section d'international. Je voulais vraiment être dans un environnement où Franco-français. franco-français, voilà. C'était ça ce que je voulais. La quiche Lorraine. La quiche Lorraine, exactement. Du cinéma. Exactement. Donc, et c'est comme ça que j'ai choisi l'ESRA, j'ai été accepté et j'ai fait 3 ans d'études. C'est là où j'ai découvert le métier de chef opérateur. On rentre dans le dur. Est-ce que tu peux décrire pour les gens qui nous écoutent, qui n'ont pas la moindre idée de ce que c'est que ton métier, qu'est-ce que c'est qu'un chef op? Et qu'est-ce qui t'a plu et qu'est-ce qui t'a accroché dans ce métier-là? Chef opérateur, je pense que techniquement, c'est un métier d'un technicien qui collabore avec les réalisateurs pour faire des films et on s'occupe de tout ce qui concerne à l'image. Et chef opérateur, il gère 3 départements d'image qui sont indépendantes. L'équipe caméra, l'équipe lumière et l'équipe de la machinerie pour gérer le mouvement caméra. Donc, nous, on s'occupe de ces 3 départements pendant le tournage pour mettre en image des idées de la mise en scène en collaboration surtout avec les réalisateurs. Donc, les réalisateurs et les chefs opérateurs, on est toujours très, très collés et on partage de tout ensemble depuis la prépa du film jusqu'à la fin de tournage et ensuite nous on intervient que à la finalisation du film pour faire l'étalonnage pour trouver la couleur du film et voilà, ça c'est ça le métier de chef opérateur. Et c'est quoi toi qui t'a attiré spécifiquement sur ce job-là? Est-ce qu'on revient à ton visuel sur l'animation, sur les mangas? C'est comment on découpe l'image, c'est comment on met en image des idées, Ouais. Donc moi je voulais devenir réalisateur, mais mon français n'était pas suffisamment bien pour travailler avec les gens, pour m'exprimer, pour expliquer mes idées à mes amis. J'arrivais pas du tout à le faire. Par contre, on avait énormément de travaux pratiques avec la caméra, d'essayer de faire des petits courts-métrages, des petits sujets de documentaires. Voilà. L'école nous poussait à faire beaucoup de travail collectif et surtout, l'ESRA, c'est une école qui est plutôt spécialisée dans la technique. Donc, naturellement, j'étais entouré par des gens qui étaient très, très intéressés par la technique. Alors que quand j'étais à l'université avec mes amis qui étudiaient la littérature, voilà, dans les cercles des cinéphiles, nous on parlait de « Ah oui, est-ce que tu as vu Godard et Truffaut ?» Voilà, c'était toujours, comment dire, un cinéma on peut dire intello. Et on parlait que de sentiments et la symbole d'image, etc., etc. Alors que à l'ESRA, c'était plutôt, on parlait de « Ah, t'as vu tel film, à telle scène, la lumière était magnifique, la caméra a fait ci, a fait ça. » Donc, on avait la même sorte de passion pour le cinéma, mais le regard sur le cinéma était complètement différent. Et donc, c'est là où j'ai un peu découvert, grâce à mes amis, pourquoi tout le monde parle de la lumière? Mais c'est quoi la lumière? Je savais même pas, j'étais même pas conscient qu'il y avait la lumière dans le cinéma.
c'est tout con, mais voilà, je savais pas et j'étais totalement inconscient et donc j'ai commencé à vraiment regarder les films, à À travers le prisme de toutes ces nouveaux aspects que tu connaissais pas, quoi. ouais, que je connaissais pas du tout et ça a donné parfois, une réponse sur certains films, que j'aimais bien, mais je savais pas pourquoi et parfois c'était grâce à la technique du cinéma. La caméra ou la la lumière ou autre et donc c'était une grosse découverte pour moi et j'ai trouvé ça très intéressant et donc au milieu de mes études, je suis rentré au Japon pendant les vacances d'été parce que moi je croyais pas que j'allais rester en France pendant si longtemps. Donc Je ne connais j'étais pas. ouais, je voulais soit je reste ici, mais voilà, travailler dans le cinéma qui me paraissait vraiment impossible. Ça te On paraissait encore inaccessible à cause Ouais, de la langue à ou? cause de la langue, à cause de beaucoup de choses, Mmh. je n'arrivais pas à trouver, la porte d'entrée de cinéma. Donc je suis rentré au Japon, heu, donc j'étais encore très partagé. Soit je vais rester ici et de vraiment essayer de travailler dans le cinéma ou, rentrer au Japon et travailler dans notre industrie, mais au Japon. Heu, j'ai un ami qui est devenu réalisateur de cinéma commercial, son talent a été découvert, très tôt, donc à l'âge de 25 ans, en sortant de ma fac, juste un an avant moi. Il a réalisé un film, un long métrage, commercial, qui a resté dans les meilleurs, 10 films sur le box office de l'année. Donc c'était un ami assez proche, donc je suis allé le rencontrer de nouveau pour parler de ce que je fais, ce que je veux et cetera. J'ai partagé mon idée de peut-être je veux rentrer au Japon et peut-être on peut travailler ensemble, peut-être je peux être l'assistant de la production avec qui tu travailles. Voilà, Mmh. je voulais avoir son avis et puis il m'a dit d'ailleurs, moi j'aimais toujours les photos que tu prenais quand on était étudiant. Donc c'est vrai que moi j'avais un petit boîtier Nikon FM qui a été offert par mon père. Et j'avais toujours ça dans mon sac et je prenais beaucoup de photos argentiques, manuelles, hem, parce que j'avais l'impression que, ça matérialisait, à mon émotion parfois. Hem, donc je refaisais que des photos des petites choses que je voyais dans le quotidien, heu et parfois j'imprimais et puis je montrais aux amis. Donc j'ai jamais fait de exposition ou quoi, mais lui il a Il avait retenu ça de toi, quoi. oui et il m'a dit, «Bah, maintenant que tu as appris ce que c'est chef opérateur et mais peut-être, ça pourrait être une, bonne entrée pour faire le cinéma. Sans doute, toi, tu arriverais à trouver ta place assez rapidement parce que tu as quelque chose avec la photo» et donc le chef op On sait pas beaucoup, pardon, excuse-moi, mais on mmh, sait pas. Il y a beaucoup de chefs opérateurs. Est-ce que c'est un poste sur lequel il y a, il y a beaucoup de gens qui cherchent à être chef opérateur ou autant que de réalisateurs? J'ai pas l'impression d'entendre aussi souvent des gens qui rêvent d'être chef op, tu vois, c'est pour bah, ça. aujourd'hui, oui. Aujourd'hui, je pense que chef opérateur, c'est devenu un métier de rêve pour beaucoup de Ouais. jeunes. Mais il y en a beaucoup qui n'osent pas se dire chef opérateur, mais qui vont se dire filmmaker Mmh. ou vidéaste, mais qui ont l'impression qu'il y a une porte entre faire des vidéos sur YouTube et parfois ils en font des super qualités, mais de se dire je passe le cap de je vais travailler sur des gros plateaux et tout ça, il y a vraiment une barrière, je sais pas si c'est que mental, mais un peu ce truc de où est la porte pour y rentrer, quoi. Ouais. Bah, surtout avant, comme dans notre génération, il y avait très peu de gens, je pense, qui savaient ce que c'était le chef opérateur. Peut-être en France, il y en avait un peu plus parce que le cinéma est vraiment considéré comme l'art, on appelle ça le 7e art et ça a toujours été pris, de manière très sérieuse et puis, voilà, il y avait déjà énormément des gens très connus en tant que chef opérateur. Alors que, voilà, moi, j'avais jamais entendu parler de chef opérateur avant l'âge de 22 ans. Et c'était quoi ton premier poste de chef op? C'est quoi le premier projet sur lequel tu as travaillé, du coup? Bah, du coup, c'était des petits, travaux pratiques, des films d'étudiants. Mais après l'étude, ton premier poste payé de chef Ah opérateur? oui, d'accord, on parle de ça. OK.
Donc voilà, mon ami m'a donné l'idée de Ouais. devenir chef opérateur et à partir de là, j'ai décidé de faire des stages chez les loueurs Ouais. d'abord, en espérant de trouver la porte d'entrée du cinéma. Donc j'ai travaillé dans les loueurs de lumière d'abord, ensuite j'ai eu l'opportunité pour travailler chez Panavision, qui est un des plus grands loueurs de la caméra. Et en parallèle de ça, j'ai eu les opportunités pour être sur le plateau en tant que stagiaire électricien ou stagiaire caméra. Et Tu as juste été voir les gens, tu leur as dit, ouais, est-ce que vous cherchez des stagiaires, etc. c'était un peu ça. Ouais. J'étais dans un loueur qui s'appelait Ciné Lumière, qui a été maintenant racheté dans un groupe TSF, donc dont le loueur était attaché à un local, physiquement dans un même local que Des tournages. des plateaux Ouais. de cinéma à Aubervilliers. Et donc, moi, j'ai fait 5 semaines de stage chez le loueur pour apprendre tous les matériels d'éclairage possibles à cette époque. Et en parallèle, voilà, avec le couloir derrière, c'était connecté directement à la production, la porte d'entrée pour le studio. Donc, il y avait des techniciens qui travaillaient, donc je disais bonjour, et parfois, il y avait des techniciens sympathiques qui m'ont demandé, vas-y, viens Kaname, je te montre. Et puis, j'ai vu les décors construits dans lesquels ils faisaient de... Faut pas être timide, en fait. Est-ce que tu es ouais, quelqu'un de timide, toi, à la base? moi, je pense que je suis plutôt timide de base, mais mon objectif était très clair. Je voulais trouver la Tu as la lutté. porte d'entrée. Ouais. Donc voilà, Donc, ouais, la tous fin les jours, je justifie venais les moyens. là-bas pour Ouais. demander qu'est-ce que c'est? Ah, là, je veux voir dedans. Et à la fin de mes stages, je suis venu revoir les gens que j'ai rencontrés, qui partageaient le même parking en vrai. Et moi, à partir de la semaine prochaine, je veux travailler là. Et du coup, voilà, il m'a dit, vas-y, viens avec moi. Et puis, on est allé voir le directeur de la production. Et elle m'a dit, ok, bah, reviens avec la convention de stage. Et dès que tu as la convention, tu peux être avec nous pour finir nos séries, il y avait encore 5-6 semaines de tournage. C'était une série sur TF1 qui s'appelle RIS. C'était une sorte de série scientifique. Ouais. Et eux, ils étaient en train de finir la partie laboratoire. Donc, c'est des séries d'enquête scientifique. Donc, ils ont un Je sais que j'ai un décor. grand frère qui est scénariste et qui a écrit un épisode de Riss, donc c'est très drôle. Ah oui, d'accord. Ouais, ouais. Donc, voilà, moi, en tant que un étudiant qui connaissait rien, c'était la première fois que j'ai eu un décor construit. Moi, j'ai trouvé magnifique. C'est super beau. Tous les détails étaient faits avec des photos des cadavres, du sang et de tous les petits détails au labo avec du liquide coloré. Tout est rétroéclairé. Moi, j'ai trouvé super beau. Ça, c'est ton premier job sur un tournage, quoi. Professionnel, ouais. Ouais. Donc, j'ai fait ça et puis j'ai été bien accueilli. Tout le monde était super sympa. On m'a même donné des cadeaux. Donc, c'était une expérience incroyable. Est-ce que tu crois que Mm. parce que c'est important pour la suite, mais que le fait que tu sois étranger, que tu sois japonais, que tu amènes aussi ton parcours culturel avec toi, Ouais. ça a une influence dans la façon dont les gens t'ont accueilli sur le Oui, tournage? je pense que le Japon, les gens m'ont bien accueilli. Aussi parce que voilà, j'étais étranger et curieux et je parlais français aussi, mine de rien. Et puis, j'avais pas caché ma passion. Je pense que j'étais un des plus motivés déjà sur le tournage. Et du coup, j'ai été vachement bien accueilli. Je sais pas si c'est dû au fait que je suis japonais ou pas, mais en tout cas, à ce stade-là, je n'ai pas senti une forme de empêchement ou voilà, j'ai pas senti la difficulté. La difficulté pour moi, c'était juste parce que comme je venais d'ailleurs, ma famille n'est pas dans le cinéma et c'est un métier de réseau, donc pour trouver la porte d'entrée, ça me semblait vraiment difficile. Mais une fois que j'ai trouvé ma place comme ça, j'avais l'impression que avec ces gens-là, j'avais l'impression que je peux travailler ensemble et donc surtout je pense que c'était en 2006 et à cette époque-là encore, c'était le cinéma numérique et n'était pas encore devenu
un, comment dire, un outil. Ouais. Avant, tout était encore en pellicule, même le téléfilm a été filmé en Super 16, ou la caméra de broadcast. Mm. Donc j'ai... Mais là, en tout cas, toi, tu t'es pas senti, c'est pas à ce moment-là que tu as senti qu'il y a une différence. Non. On y revient parce que je sais, Mhm. parce que je connais Kalemi un petit peu quand même, j'ai déjà eu ces conversations, Ouais. que après tu l'as ressenti. Ouais, après je l'ai ressenti, ouais. Moi, j'ai une petite question en aparté juste avant qu'on en vienne. Ouais. C'est est-ce que tu conseillerais la même chose aux jeunes Ouais. de faire des stages et tout ça? Parce qu'on se rend compte, quand même, la nouvelle génération, dont je fais un petit peu partie. Tu fais partie, Tullio. Tu fais Oui, mais partie. je sais que j'ai grandi avec des danseurs. Parfois, je me Ouais. comporte un peu plus vieux que, ma génération. Mais il y a ce truc de les nouvelles générations, il y a un peu ce truc de on veut tout de suite. On n'est pas forcément on va en business, on va après à bosser gratuitement. Sauf Ouais. qu'on se rend compte quand même que, enfin, même j'ai pas mal d'amis chefs opérateurs autour de moi ceux qui marchent le mieux, c'est ceux qui ont enchaîné les projets et qui sont fait le plus de rencontres, Ouais. mais qui n'ont pas été payés directement. Et il y a un peu ce truc de donner pour peut-être un moment recevoir. Tu vois. Ouais. Bah, ça dépend des gens, je pense. Dans mon cas, sans stage, j'aurais jamais saisi, comment dire, de trouver ma place où je suis parce que je ne savais pas. Je ne savais pas, j'avais aucune information. J'avais besoin de assister les gens pour apprendre comment ça se fait tout simplement les films. Mais si toi t'es suffisamment d'informations, si t'as suffisamment des gens qui t'entourent, qui te guident, qui peut répondre à toutes tes questions déjà. Donc comme j'avais dit tout à l'heure, les jeunes d'aujourd'hui à 22 ans, ils connaissent déjà tout comme moi après 4 ans de stage. Donc bah, ça dépend des gens. Donc si tu sais pas comment faire, je pense que stage c'est une bonne façon de commencer. Si tu n'as pas eu ce privilège, c'est pas grave. On peut commencer par faire le stage pour voilà. Tu donnes ta présence et tu donnes ton travail un peu physique, mais en contrepartie, tu peux vraiment apprendre. Tu es là pour apprendre. Donc moi, quand j'étais stagiaire, je me suis toujours dit que je suis là pour apprendre, pas juste pour rouler des câbles. Donc j'avais toujours des petites notes, j'ai vraiment tout noté, tout copié, j'ai tout... Les gens m'appelaient un espionnage industriel. D'accord. Voilà. Mais j'ai vraiment pas caché, j'ai tout copié, et puis j'étais là pour vraiment apprendre. Toutes les installations de lumière, je posais la question à tous les électriciens, pourquoi tu mets telle chose à là-bas, pourquoi on fait pas comme ça. Je parlais avec des chefs opérateurs, parfois avec les réalisateurs. Quand tu es stagiaire, tu es libre de poser des questions. Donc j'ai vraiment profité de ce statut pour apprendre, parce que l'école ne suffira pas. Tu dois quand même apprendre, mais en faisant, quoi. Oui, en faisant. Et ça amène à un autre problème, c'est que aujourd'hui sur Internet, parce que moi j'ai énormément appris sur YouTube, sur Internet et tout ça, tu peux apprendre énormément de choses. Sauf qu'à la différence, c'est que tu obtiens l'information, mais tu n'as pas d'échange avec la personne qui t'apprend. Donc finalement, tu peux avoir plein de choses, connaître plein de choses, mais au final être seul et pas avoir ce réseau. Donc, je suppose que toi, en allant créer ces conversations, on voit que tu t'intéresses, on voit ta détermination, et donc ça crée un réseau. Donc c'est quand même bien d'être sur le terrain. Ouais, c'est bien d'être sur le terrain, ouais, complètement. Et j'avais besoin de... Voilà, j'ai commencé à faire le cinéma, voilà, on reviendra tout à l'heure, mais finalement, ça a pris presque 15 ans pour commencer enfin à faire des films et des séries comme aujourd'hui. Donc, ça a pris énormément de temps et c'était pas tout simple. Oui, parce que c'est facile parfois quand on prend le recul de voir quand les gens sont arrivés, de se dire bon, bah en fait, il était doué, et du coup, voilà. Il a passé 3 coups de fil ou il a passé une tête à travers la porte, et en fait, ça s'est fait directement. L'importance du temps long, c'est quand même c'est assez central dans le fait parce qu'on voit qu'on a l'impression que c'est un fil qui est tiré tout droit, alors qu'en fait, il y a 12 000 virages
à l'intérieur dont les gens n'ont pas forcément conscience. Par exemple, toi, tu es parti à l'étranger assez vite aussi. Ouais. Enfin, tu es parti à l'étranger, tu étais déjà à l'étranger. Mm. Mais tu es parti aussi de France et tu as été voir aussi comment on faisait les films ailleurs quand tu Ouais. t'es rentré dans le marché du travail. Ça t'a apporté quoi, ça? C'était quoi ta démarche quand tu es parti? C'est parce que tu as eu une opportunité ou c'était une envie pour toi d'aller voir comment on faisait en dehors de la France aussi? Bah, en fait, à la base, je voulais juste rester. Je voyais pas autre chose que la France au début. Je voulais tout simplement être assistant caméra comme tout le monde, parce que en 2006, en tout cas, on était convaincu qu'il fallait faire 10 ans d'assistanat avant, Mm. et ensuite, une fois que tu accumules suffisamment d'expérience et de confiance et des réseaux, que tu deviens chef-op, peut-être à l'âge de 40 ans. Donc c'était une sorte de schéma classique qu'on avait, puis dont j'avais décidé de faire ça, en parallèle de tous mes toujours petits travail comme chef opérateur, un week-end pour faire des clips ou des courts-métrages, voilà, C'est tout moi ce qu'il dit, faire gratuit. des clips, mais il a quand même fait les clips de Dua Lipa, hein. On parle pas des clips du... Mais j'en ai fait vraiment beaucoup Ouais, avant. Ouais, avant. mais bon, quand même, je Ouais. précise, parce que faut en Mm. être dans le prisme de la réalité. Ça, c'était beaucoup plus tard. Ouais. Et donc, au début, c'était plus, voilà, soit pas du tout payé, soit un tout petit peu payé, mais voilà, c'était pas suffisant. Et, mais en tout cas, j'ai toujours essayé d'être sur le plateau. En week-end ou en semaine, j'ai fait que travailler. Et j'ai fait finalement 7 films en tant que stagiaire sur des longs métrages ou des séries, en plus d'assistanat comme second assistant caméra sur des pubs. Euh, donc en tout, ça a pris à peu près 4 ans à être stagiaire. Et, mais à la fin, j'étais clairement quelqu'un qui était trop qualifié pour être Ouais. stagiaire. Je commençais à avoir des gens qui connaissaient encore moins que moi, qui se placent au-dessus de moi, et je me demandais... Ouais, comment t'expliques ça? Donc j'étais assez frustré et je savais pas trop comment faire. Et en même temps, voilà, ça faisait déjà 1 an ou 2 que j'avais sorti de l'école. Donc en France, la première difficulté, je pense, pour les étudiants étrangers, c'est de renouveler ton statut pour pouvoir travailler correctement en France, alors que tu es encore stagiaire, donc tu n'as pas de carrière, tu n'as pas beaucoup de carrière à montrer, des chiffres à montrer, mais tu dois vendre ton potentiel pour l'avenir et pour obtenir le visa, qui n'était pas du tout évident. Et un jour, donc la décision pour devenir chef opérateur, le jour où je suis devenu chef opérateur, je me souviens très bien, j'ai été un peu en difficulté financière surtout, parce que j'enchaînais pas assez de travail. Et je travaillais toujours, mais beaucoup de choses pas bien payées ou gratuites. Et un jour, quelqu'un m'a appelé pour faire 5 jours de grosse publicité à Paris, où c'était payé au tarif, qui était un somme d'argent monstrueux pour moi. Je fais ce projet-là, je peux payer 2 mois de loyer, ou même 3 mois de loyer, et après, je peux être soulagé de cette pression financière où je regardais toujours les comptes qui étaient toujours très proches de zéro à la fin du mois. Hop, donc c'était assez dur, cette période financièrement. Et il y a un ami à moi, avec qui j'ai fait l'ESRA, qui était stagiaire dans une agence de pub. Lui, il a eu son premier travail en tant que réalisateur dans un projet interne à l'agence, parce que l'agence a décidé d'investir pour faire une petite pub, genre film corporate, on peut dire aujourd'hui, ou le digital content, pour une banque. Donc c'était juste pour filmer un petit personnage un peu rigolo devant le fond vert, et le film sera diffusé que sur Facebook. Et quand j'ai entendu ça, pardon, j'ai un nez qui coule. Quand j'ai entendu ça, j'avais pas compris ce que c'était, parce que jusque-là, la publicité, c'était que pour la télé et c'était avec des gros budgets. Mais là, il y avait aucun argent. C'était comme un court-métrage, mais tu peux être payé comme chef opérateur, qui était beaucoup moins que faire l'assistant. Et donc, je devais choisir l'un ou l'autre, soit l'un, soit l'autre. Et c'est le jour où j'ai décidé de prendre le travail en tant que chef opérateur pour travailler sur cette
petite pub avec mon ami qui était réalisateur. Et c'est le jour où j'ai dit à mes chefs d'assistant caméra que j'arrête Assistana et voilà, j'essaie de tout faire pour être chef opérateur autodidacte. Et le jour où j'ai arrêté ça, tout d'un coup, je suis devenu quelqu'un qui était très très demandé parce que c'était vraiment la naissance de Digital Contents où on avait vraiment besoin de beaucoup de petites vidéos qui n'existaient pas avant, où les gens cherchaient des jeunes qui arrivaient à venir avec des petites matos, qui savent filmer, qui peuvent réaliser, qui peuvent enregistrer le son, qui peuvent monter. Donc voilà, comme... Ouais, mais c'est marrant parce Ouais. qu'en fait, ça y est, quand tu prends le pouvoir sur Ouais. le sujet et tu dis, moi, je suis chef op, je suis plus assistant caméra, j'en ai marre d'attendre qu'on vienne me chercher et moi, Ouais. je me positionne comme. Et en fait, t'avais peur que ça n'arrive jamais et en fait, à partir du moment où tu le décides, ça arrive en fait. Bah oui, c'était finalement ça, et surtout... Mais ça, c'est souvent C'est ça. inspirant. ouais, ça a l'air d'être courageux, mais en fait, je n'avais pas trop de choix parce que même si j'avais fait cette pub, Ouais, je savais que ma carrière en tant qu'assistant, ça ne prenait pas. ouais. J'avais beaucoup de difficultés à enchaîner des beaux projets, donc financièrement assez galère pendant un certain temps. Euh, euh, donc j'étais quand même presque obligé de construire quelque chose par moi-même. Et, et aussi, ça coïncidait au moment de transition de technologie Ouais, vers le analogique à numérique. Donc, j'ai assisté le moment de la naissance de la Red One. C'était la première caméra numérique avec des grands capteurs. Tout d'un coup, faire des films avec des profondeurs de champ comme le cinéma est devenu possible. On filmait en RAW et on peut faire des étalonnages. Donc tout d'un coup, cinéma numérique est devenu beau et financièrement accessible. Et en plus, la 5D, la fameuse Canon 5D Mark II, quand j'ai vu ce qu'on pouvait faire avec ces petits boîtiers, je me suis dit, en tout cas, ça sera de plus en plus comme ça. Donc le cinéma sera complètement numérique et le fait que on peut maîtriser toute cette nouvelle technologie parce qu'on est un peu souple, parce qu'on était jeune, euh, euh, j'ai pas hésité à sauter sur cette opportunité et voilà, c'est comme ça que je suis devenu chef opérateur et du coup j'ai réussi à résoudre le problème de visa. J'ai réussi à résoudre tous les problèmes et je commence à être vraiment heureux d'être chef opérateur, de travailler tous les jours. Je mettais tout mes petits matériels dans le taxi et j'arrivais sur le tournage. Je faisais que des petits projets au début, Ouais. mais j'étais... J'allais en venir là, c'est qu'en fait, bon, vous allez regarder, si vous écoutez ce podcast, que vous regardez ce podcast, vous allez regarder la carrière de Kaname qui est assez impressionnante, enfin, sa filmo qui est assez impressionnante. Et je voulais savoir à quel moment tu bascules alors tu dis petit projet, je reprends tes termes parce que dans l'absolu, ça reste quand même très quali, mais de la pub, des projets, etc., qui sont très français et peut-être plus limités, à une carrière internationale sur du long, du clip de star internationale, de la série, etc. Donc voilà, je suis devenu chef opérateur, mais je me suis très vite rendu compte que je tournais un peu en rond. Ma carrière ne décollait pas. J'étais toujours chef opérateur spécialement en pub en plus, qui reste à Paris pour faire des petits projets. Voilà, j'arrivais pas à sortir de cette catégorie-là. Donc je croyais que c'était un passage pour faire autre chose. Mais au bout de 5 ans et un peu plus, ça prenait toujours pas. Et on m'a toujours conseillé d'attendre parce que le cinéma c'est compliqué, il faut être mûr, il faut être plus confiant, il faut être plus âgé. On m'a beaucoup dit des choses et j'ai beaucoup attendu. Mais à un moment donné, je ne pouvais plus attendre et je me suis rendu compte que ça va jamais arriver le moment que j'attendais si je continuais juste comme ça. Donc c'était en 2017 où j'ai décidé de changer ma carrière radicalement. Donc j'ai dit à mon agent que je ne prendrais aucun de ces projets maintenant. Voilà, il y avait beaucoup de choses à tourner. Donc il y avait des PDF, des projets qui venaient. Mais en fait, tout se ressemblait vraiment. Donc j'étais vraiment catégorisé d'un type de chef opérateur qui pouvait faire que ça en studio à Paris
pas cher. Et voilà, je n'arrivais pas. Et j'étais tellement occupé que je ne pouvais pas développer autre Oui. chose. Donc j'ai décidé de faire stop, je ne ferai plus jamais ça. Et j'ai décidé de vivre un peu autrement. Donc je me suis dit, maintenant, il faut que je revienne un peu au point de départ. Je voulais faire le cinéma, donc il faut que je rencontre des cinéastes, il faut que je regarde des films plus, il faut que je fasse des courts-métrages et aussi peut-être, pourquoi pas, de changer le pays. Donc j'ai commencé à aller d'abord dans les festivals de cinéma. J'ai fait toute la semaine chez Clermont-Ferrand pour voir tous les meilleurs courts-métrages avec un pote. Ouais, j'ai commencé un peu comme ça et ensuite je suis allé à LA et j'ai rencontré quelques agents là-bas et ils m'ont dit voilà, ça sert à rien que tu viennes ici parce que personne te connaît. Ce que tu fais, c'est joli, mais voilà, ça veut pas dire que tu déménages ici et t'auras de boulot. Donc plutôt que de faire ça, pourquoi pas d'aller à Londres? Parce que si à Londres, si tu arrives à trouver ta place, on entendra ton nom, c'est sûr et certain. Et donc j'ai eu ce conseil par plusieurs personnes à LA. Et au retour à Paris, je commence à faire aller-retour à Londres. Et j'ai rencontré le Barnaby Law, qui est mon agent aujourd'hui, qui est en train d'ouvrir son agent à Londres, son agence à Londres. Et il m'a, ouais, il a cru en moi et il a commencé à donner le travail. Et dès que j'ai commencé à travailler un peu avec les Londoniens sur des projets qui m'intéressaient pas forcément, mais c'était vraiment pour le réseau au début. Et à Londres, tout de suite, euh, ça a pris vraiment très rapidement. Et j'avais vraiment l'impression que jusque-là, en France, j'avais l'impression que moi, je disais aux gens que ouais, je sais faire ça, je sais faire ça. Mais en vrai, j'ai vraiment tellement... J'étais autodidacte et j'ai essayé d'être quelqu'un qui savait vraiment tout faire techniquement. J'ai vu des grands tournages, des petits tournages. J'ai fait des films en pellicule ou numérique, ou même j'étais cadreur télé, où j'ai exploré toutes les sortes de tournages différentes. Et j'en étais capable de... j'étais prêt à faire absolument tout pour pouvoir m'exprimer un jour en tant que chef opérateur. Mais il y avait toujours quelque chose qui me manquait en France, qui fait que, Kaname, t'inquiète, ça va venir. T'es pas Quand t'auras encore... fait ci, Ouais, et quand du t'auras coup, fait ça. j'avais vraiment l'impression que les gens me voyaient pas, me prenaient pas au sérieux. Mais comment tu justifies ça? Parce que je voudrais qu'on parle aussi de ton Ouais. engagement. Ouais, oui, c'était ça. Du coup, à Londres, donc j'étais prêt à dire que je sais faire 15 choses différentes. Et j'étais prêt à dire, mais dès que je disais un truc que je savais faire, j'ai fait ça, et tout le monde était what? C'est trop bien! Nanana. La réaction était Disproportionné, quoi. ah oui, d'accord. Moi, je croyais que Londres, c'était déjà l'industrie est plus grande qu'en France. Donc, je croyais que c'était encore plus difficile à rentrer. Mais en fait, la réaction était, comment dire, c'est comme si les gens me voyaient direct sur ma qualité. C'était la première fois que c'est arrivé. Et à chaque fois, les gens m'amenaient vers là-haut. Ah ouais, tu dois travailler avec tel réal. Ah oui, ce réal, mais je croyais vraiment que c'était inaccessible. Mais en fait, déjà, eux, ils disaient qu'ils voulaient travailler avec moi. Ça, c'est quelque chose qui n'arrivait jamais en France avant. Et donc rapidement, j'ai fait beaucoup de gros projets. C'est aussi parce que j'ai rencontré un bon réalisateur, Henry Schofield, avec qui justement j'ai fait tous les clips en 2019, tous les meilleurs clips de l'année. C'est Henry qui l'a réalisé. Moi, j'ai réussi à être le chef-op de Henry pendant 1 an. Et on a vraiment fait de belles choses ensemble. Et ça, c'était... En France, en tout cas, voilà, malgré 10 ans de carrière, ça n'a jamais arrivé. J'avais l'impression que c'était impossible. Alors qu'en Angleterre, ça s'est passé assez rapidement. Et aussi, c'était le moment de Black Lives Matter. Donc, déjà, Henry avait toujours son mentee. Donc, il mentorait les jeunes et les mentorés étaient toujours présents sur le tournage, à assister Henry, mais en même temps aider à créer des choses ensemble comme une sorte de partenaire.
Et je me demandais ce que c'était. Et voilà, les gens commençaient un peu à expliquer, ah, d'accord, c'est intéressant. Et, euh, et je voyais les deux villes entre Paris et Londres qui réagissaient euh, pour Black Lives Matter de manière assez similaire. En termes de, comment dire, les deux villes ont réagi de la même manière. Il y avait des manifestations euh, qui est devenu assez même agressif et les gens voulaient vraiment euh, le changement que j'ai trouvé super beau et j'ai appris énormément sur le racisme et aussi à partir de là j'ai commencé un peu à revoir tout ce qui est MeToo et le féminisme et donc tous les combats contre la discrimination sociale je l'ai découvert à travers ça et à Londres comme j'étais principalement à Londres je voyais toutes les actions qui a été faites par les techniciens ou même toutes les organisations de cinéma euh, euh, en Angleterre qui donnaient des quotas pour le tournage. Donc il y avait vraiment cette envie de changer notre... Concrètement, les choses, quoi. Ouais, Vraiment d'avoir des actions concrètes pour changer la dynamique qui fonctionne pas. exactement. Mais à côté de ça, je voyais tous les problèmes surtout liés au MeToo d'abord en France et aussi, voilà, je me suis rendu compte qu'il n'y a pas de chef opérateur noir encore en France, mais je me rendais même pas compte qu'il n'y en avait pas, ni arabe, voilà, il n'y avait pas de... Il n'y a, Pas de il n'y a, représentation de la il y a pas de représentation diversité. de la diversité dans le cinéma en France, et je commence à... Mais je voyais pas avant tous ces événements-là. Ah oui, d'accord, c'est vrai que c'est très différent à ce point-là. Mm. Et je commence à partager toute cette impression avec mes amis collègues, et la réaction était pas ce que j'attendais. Donc en Angleterre, dès on parle de la discrimination, les gens, c'est vrai, ah oui, tout le monde est frustré au fait qu'il y a le racisme en Angleterre, il faut changer, quelqu'un qui fait une action comme ça pour amener les nouveaux talents de la diversité, les gens étaient super favorables, etc. Alors que mes camarades ont réagi en France, beaucoup de gens ont réagi totalement contraire. Ah oui, ça c'est parce qu'eux ils sont plus racistes que nous. Aux États-Unis, d'ailleurs, les Américains sont beaucoup plus racistes. D'ailleurs, ton idée c'est trop américanisé, c'est n'importe quoi de la diversité, etc. Et moi, j'avais jamais entendu ça en Angleterre, et donc alors que je vivais toujours en France, je me rendais pas compte qu'il y avait ce décalage par rapport à la même événement qu'on assistait. Et plus j'ai eu des réactions difficiles, plus je me suis dit, il faut vraiment que ça change, parce que sinon, moi, je pense que j'ai été socialement suffisamment privilégié pour pouvoir aller au-delà de toutes ces difficultés, parce que mes parents m'ont aidé, parce que voilà, j'ai pu faire des études avec les gens. Donc je savais, j'ai réussi à apprendre que c'est peut-être possible en faisant ça, en faisant ci, mais il y en a d'autres qui n'arriveraient pas même pas avoir des idées comme ça. Et à passer cette première barrière que toi, tu as pu passer. Ouais. Ouais, et du coup, je me suis dit, moi-même, j'avais l'impression que j'étais tellement proche à être juste ne pas y arriver, de travailler travailler dans le cinéma, et j'ai dû peut-être rentrer au Japon, et sans doute aussi, j'avais quitté la France après quelques années de stage qui n'a pas marché, proche trentenaire, j'aurais jamais réussi à recommencer de zéro sur le tournage au Japon. Donc j'aurais complètement choisi autre chose, sans doute. Mais la passion était là, vraiment, et j'avais l'impression que grâce au degré de passion que j'ai quand même réussi à être persévérant jusqu'au jour où ça marche. Mais il y en a qui n'arrivent pas à attendre aussi longtemps, parce que la vie est encore beaucoup, beaucoup plus difficile que moi, selon d'où vient et tout ça. Et t'as eu envie de faire quelque chose. j'ai eu envie de faire quelque chose, mais en même temps, je n'ai problème. jamais été dans des mouvements sociaux ou associatifs. Je pense que voilà, je vis juste simplement dans mon privilège d'être quelqu'un qui vient d'un pays riche, avec des parents qui t'aident en tant que
en tant que voilà, un homme cisgenre. Voilà, je voyais pas tous les problèmes des autres. Et je commence à voir ça grâce à Black Lives Matter. Et après Covid, la révélation pour moi, c'était ma première opportunité sur le domaine de fiction commerciale, qui a été Top Boy sur Netflix. C'est une série sur la communauté de trafic de drogue à Londres. Mais c'est un projet assez emblématique à Londres parce que c'est presque considéré comme un film social aussi. C'est une série qui a vraiment humanisé les criminels. Ils n'ont pas traité les personnes noires issues de l'esclavagisme qui date des siècles. Voilà, ils n'ont pas traité les personnes noires qui font des trafics de drogue comme les criminels, mais qui ont vraiment traité comme les humains. Et c'était un projet assez expérimental à la télé au début des années 2000, sur des formats de juste 4 épisodes. Mais ça a énormément plu, les Londoniens surtout. Et en Angleterre, c'est devenu une sorte de série culte, presque. Tout le monde adore Top Boy là-bas. Et donc, quand j'arrivais à Londres en 2019, quand je travaillais, je voyais des affiches de Top Boy un peu partout, mais sans savoir ce que c'était. Et mon nom a été évoqué pour la saison 2, sur Top Boy saison 2. Et c'est là où j'ai découvert Top Boy et j'ai trouvé que c'était extraordinaire comme projet. Et j'ai été pris et le premier jour où je suis arrivé au bureau de la production, c'est la première fois que j'ai vu la vraie diversité au sens vraiment visuel. Je rentre dans la production. Vraiment, j'ai vu tous les types de personnes différentes. Pas que des personnes noires, mais aussi des personnes blanches, et asiatiques, et femmes, et hommes, et tous les types de genres possibles qui étaient au bureau, mais des jeunes, des gens âgés. Voilà, il y avait vraiment de tout. Et j'étais... Waouh! J'étais choqué visuellement parce que je n'avais jamais vu ça avant. Même quand je faisais des clips aux banlieues, du coup, c'était pas pareil. On est très très loin du recrutement national du début de ton parcours là. C'est tout le monde pareil et tout le monde différent. Ouais, du coup, c'était un peu comme la rue à Paris, vraiment, ou la rue à Londres. Ça représentait vraiment ce que c'est. Qu'est-ce qui est cool d'être dans une grande ville multiculturelle. Et donc, c'était vraiment multiculturel visuellement. Et je me suis dit, waouh, j'étais pas le seul qui était différent des autres. Et dès que je suis arrivé dans mon bureau, quelqu'un de Netflix qui est venu me voir. Bon, voilà, Netflix, on encourage la diversité et on est très sérieux là-dessus. Et on a un budget pour organiser un mentorship à travers les chefs opérateurs. Est-ce que ça t'intéresse? Et puis, je me suis dit, qu'est-ce que c'est le mentorship? Qu'est-ce que c'est l'encouragement? Et donc, elle a pris le temps d'expliquer, voilà, du coup, voilà, on a un budget, ça veut dire que, voilà, moi, je peux avoir un mentee, donc les mentorés, donc ce qui n'est pas un stagiaire, qui n'ont pas besoin d'être quelqu'un qui est déjà qualifié, mais quelqu'un qui a un potentiel, qui ont besoin d'aide pour réussir. Et en tant que chef opérateur, moi, je peux choisir une personne, l'amener sur le tournage et d'apprendre comment ça marche. Et en plus de ça, Netflix va payer 150 pounds par jour pour 15 jours. Et donc, je dois choisir donc, quel jour sur, 50 jours de projet, 15 jours où ma mentee peut être avec nous. Et son seul travail, c'est d'être avec nous et d'apprendre. Et moi, je me suis dit, waouh, ils sont quand même 20 ans en avance. C'était en 2019. Ah non, 2021. Ça fait 3 ans. Mais voilà, pour l'instant, je ne sais pas si encore une production française a déjà payé quelqu'un qui est là pour être juste mentoré. Stagiaire d'observation. C'est à ce moment-là qu'on s'est rencontrés d'ailleurs. Ouais. Je pense que tu rentrais juste de ce tournage. Tu rentrais tout juste de ce tournage-là. Ouais, donc j'étais troublé de l'expérience. Ça s'est très bien passé. Et surtout, Netflix avait déjà
repéré 2 personnes qui étaient, voilà, c'était les 2 personnes, non cisgenres et 2 personnes de couleur et qui font des travails sublimes aussi. Mais j'ai demandé à Netflix est-ce que si je peux faire le casting par moi-même et ils ont dit OK. Et du coup, comme grâce à tous mes clips que j'avais fait auparavant, j'avais beaucoup de followers sur Instagram. Donc tous les jeunes qui rêvaient notre métier me suivaient à Londres. Donc j'ai posté juste un message à recherche Menti sur Top Boy saison 2. Envoyé un mail à ça sans avoir aucun détail sur le salaire qu'on touche, combien de jours on travaille. Et tout d'un coup, ce mail a été bombardé pendant 24 heures par 1000 mails. Et j'avais vraiment pas à espérer ça. Je croyais j'espère qu'il y aura genre 50 mails à lire. Mais en fait, il y en a eu 1000 et on a dû arrêter stop. Et maintenant, il faut lire. Et donc, j'ai mis 3 jours à lire les mails avec la personne de Netflix. Et il fallait choisir juste une personne. Mais c'était très difficile parce que sur 1000 mails, je pense que on peut dire les moitiés étaient juste une petite réponse rapide, mais il y avait au moins 100 mails avec tous les détails, tous les émotions dedans, à travers laquelle je me suis vu comment je voulais travailler dans ce milieu et à quel point on savait pas trop comment ça marche. Donc waouh, c'était vraiment émouvant. Et donc j'ai fini par choisir juste une personne et ça s'est très bien passé. Mais j'arrivais pas à oublier mince, moi j'ai pu donner cette opportunité à une seule personne sur peut-être ces 100 personnes qui avaient vraiment besoin d'aide. Et sans doute, la plupart, ils ont peut-être arrêté le métier aujourd'hui. Mais c'est tellement dommage que ces gens-là n'auront jamais trouvé la porte d'entrée comme j'ai réussi à le faire par hasard et aussi grâce à mes privilèges. Mais ils n'ont pas la même chose. Donc, c'était l'origine de mon idée de TV+. Donc, ce que j'ai fait, c'est j'ai décidé d'avoir des mentees, quoi que ce soit les tournages. J'ai essayé de prendre quelqu'un si l'opportunité se présente. Donc, j'ai créé un mail dédié pour que les jeunes qui me contactent m'envoient un mail. Je dis pas grand-chose, mais voilà. Je sais que si tu veux travailler avec moi, tu m'écris un mail comme j'ai lu avant. Et puis, si les gens m'écrivent comme ça, j'essaie de le rencontrer, j'essaie de l'amener sur les tournages. Donc ça, c'est en tant qu'un individu professionnel de l'image aujourd'hui dans le cinéma, ça me coûte rien pour avoir un café avec des jeunes. Puis de toute façon, les gens vraiment motivés comme nous tous, il n'y en a pas 10 000. Et c'est dès que tu vois une personne vraiment motivée qui mérite de travailler avec nous, moi j'aimerais bien les aider. Et donc j'ai commencé d'abord j'étais plus dans le mouvement de Black Lives Matter à cette époque et j'ai commencé à contacter à tous mes amis qui n'ont pas mal réagi par rapport à tout mon histoire, mon expérience à Londres. Donc j'ai repéré mes vrais amis et j'ai commencé à demander est-ce que tu connais pas quelqu'un tout simplement de couleur issu de la diversité dans notre milieu. Et puis, j'ai découvert qu'il y en avait 5 ou 6 quand même. Et donc, j'ai eu leurs numéros, j'ai commencé à les appeler un par un. Et donc, j'étais encore en train de travailler à Londres. Et en plus, c'était au Covid, du coup, c'était un peu dur de rencontrer des gens. Donc, j'ai parlé longuement avec les jeunes personnes racisées en France. Et parfois, notre téléphone, ça durait 3 heures. C'est devenu tout mon week-end. Au lieu de me reposer, je parlais de tout ça avec des jeunes que j'avais jamais rencontrés. Et c'est comme ça que j'ai rencontré nos amis d'aujourd'hui, de Divé.
Et dès que j'ai fini le projet, on commence à se voir, on commence à organiser des réunions. Au début, on n'était que 5 ou 6 et à la fin, on était tout de suite 40, 50 et mes amis m'ont demandé de créer une association parce que cette communauté est devenue vraie. Et voilà, c'est comme ça que j'ai fini par créer DV+. Je crois que ça existait même pas encore. Les statuts n'existaient pas encore quand on s'est rencontrés. Non, je crois Parce pas. qu'aujourd'hui, DV+ est partenaire de Communimage. Voilà, Je pense qu'on était on était le premier partenaire quasiment. exactement. On a fait votre Donc, première non, on fait convention. tous nos... Notre première convention de partenariat. Ouais. Ouais, c'est un projet qui nous tient vraiment à cœur. Déjà parce que je trouve qu'il y a vraiment du vrai dans le projet de DV+, c'est-à-dire que tu sens que tous les gens amènent vraiment de leur histoire, là, comme tu le fais aujourd'hui avec nous. Et qu'on se rend compte qu'il y a plein de thématiques qui peuvent être abordées dans le sens justement de représenter tous les aspects de la société qui est la nôtre. Enfin, je me souviens d'une masterclass sur la maternité et sur les jobs techniques et comment la maternité, on peut vivre sa maternité en ayant un job technique sur un tournage. Et c'était hyper intéressant comme événement. Nous, on accueille, donc je leur dis quand même que DV+, elle fédère cette communauté de personnes qui sont sensibilisées à la question de la diversité, parce qu'il n'y a pas que des gens qui représentent la diversité, il y a des gens qui s'y intéressent, tout simplement, à travers des programmes de mentorat, comme tu le précisais, mais aussi à travers des moments de prise de parole et d'échange que nous, on accueille à Communimage, où on adresse plein de thématiques liées à la représentation et à la diversité. Oui. Et c'est des moments qui sont assez clés, nous, dans notre programmation, donc on les aime, on les aime de nos petits cœurs. Merci beaucoup. Donc on est très content d'accompagner DV+. Je sais pas du tout où est-ce qu'on en est du timing, parce que je suis partie, là, on est parti partout dans le monde. 72 c'est minutes. pas mal. Ouais. Est-ce que tu veux finir par... Non, mais moi, j'attends, parce qu'on ne lui a pas fait son exercice. Oui, parce que du coup, c'est le moment un petit peu redouté des invités. Est-ce que tu as eu le temps, parce que c'est compliqué. On a demandé à Kaname quelle était sa citation préférée de film. Citation, ok, d'accord. Après, on verra si c'est encore plus difficile si on lui demande de la faire face cam ou s'il a juste le droit de le dire. Peut-être on va être gentil aujourd'hui parce que ça a été quand même... Cam, c'est chaud. On l'a fait parler. Je dis à toi. On a tiré les verres du nez du pauvre Kaname pendant trop longtemps. Donc, est-ce que tu as trouvé ta quote ou pas? Oui, j'en ai un bien plutôt. Je pense que c'est un conseil pour les jeunes techniciens, je dirais. Donc la citation vient du film de Studio Ghibli, Porco Rosso. Parfois, quand je suis surtout quand j'étais jeune opérateur, comme j'ai dû commencer tout un peu autodidacte en tant que chef opérateur, à chaque occasion qui était un peu trop grand pour moi, j'avais toujours un tout petit peu peur d'y aller. Je savais que tout va bien se passer, je savais que j'avais suffisamment d'expérience et de technique, mais quand tu n'avais jamais fait, tu as toujours peur d'aller sur le tournage. En tout cas, aussi, même aujourd'hui, j'essaye toujours de trouver des projets qui me font un tout petit peu peur. T'avais un petit peu peur de venir aussi aujourd'hui faire le podcast. Oui, ça c'est vrai. J'ai toujours peur. En fait, il a assuré comme un chef, voilà, comme toujours. Et donc Porco Rosso, donc je sais pas si vous connaissez Porco Rosso, c'est une histoire c'est une histoire qui se passe pendant la Deuxième Guerre mondiale en Italie. On suit un pilote légendaire de Première Guerre mondiale, donc italien, mais qui a décidé de renoncer d'être humain, parce que les humains font que la guerre et ils font n'importe quoi, et il a décidé de devenir un cochon, et il vit en tant que non-humain, pour ne pas être emmêlé par la guerre, et il fait ça que pour gagner de l'argent, et il utilise son savoir-faire en tant que pilote pour gagner de l'argent, indépendamment de la guerre que les humains font. Et donc il a son rival Curtis qui le suit, et
il y a un petit bataille qu'il a perdu contre lui et son avion a été beaucoup endommagé. Et donc, il faut qu'il répare maintenant son avion. Mais le problème, c'est que à cause de la guerre, il n'y avait plus du tout des hommes pour réparer son avion. Donc, il est allé voir, comment dire, un homme, une famille qui répare, c'est une sorte de l'usine de l'avion pour réparer. Mais le jour où il est arrivé, il a vu que tous les hommes de talent sont partis en guerre. Il n'y avait que ces femmes qui travaillent sur le chantier. Et surtout, c'est la fille du patron qui n'a que 17 ans, qui s'appelle Fio, qui va... donc le chef, il dit que c'est ma fille qui va être le chef de chantier à 17 ans, sans expérience. Et dès que donc Porco, dès qu'il entend ça, il commence à remettre l'argent dans son sac et en disant que voilà, moi je vais... ça c'est pas sérieux, je vais aller ailleurs cette fois-ci, c'est pas possible. Et après, Fio arrête Porco et elle demande qu'est-ce qui est le plus important pour être le meilleur pilote. Et est-ce que c'est l'expérience? Et puis Porco dit non, c'est pas l'expérience, mais c'est l'inspiration. Après Fio dit heureusement que tu as dit l'inspiration parce que l'expérience que j'ai pas, mais j'ai plein d'inspiration et laisse-moi juste te présenter quelque chose. Donc Fio ne dort pas et elle prépare tout son plan. Et le lendemain matin, elle montre ce petit plan à Porco. Et en regardant ce qu'elle a fait, le Porco valide qu'elle soit chef de chantier. Et cette scène m'a toujours... pardon. Ouais. Cette scène m'a toujours... pardon. Non, mais c'est top. T'inquiète pas, on t'entend. C'est ça le cinéma. Ouais. C'est là, on n'est pas dedans. Alors là, moi, je ne réponds plus de rien. Voilà. Mais ça, en plus, ceci dit, Studio Ghibli, moi, ça me fait toujours cet effet-là aussi, parce que ça parle au petit garçon qui est en toi. Et c'est ça qui est chouette. Tu viens de faire? Moi aussi, je... Ouais. Tous les deux. Mais il n'y a que lui qui a un mouchoir. Ça, c'est vraiment pas juste. Oh là là. Ouais, t'inquiète, je t'en Oh là là, prie. Mais non, c'est magnifique, tu rigoles ou quoi? Mais je pense que c'est le contexte Ouais. d'avoir dit plein de choses. Mais en tout cas, voilà, elle a été approuvée. Et du coup, cette scène est toujours... quand j'ai peur d'y aller, je me suis toujours dit, même si j'ai pas d'expérience, comme tout le monde, je vais y arriver. Voilà, c'est une scène qui m'a beaucoup encouragé. Est-ce que j'ai le droit de te faire un câlin? Tu penses un câlin? Oh. Merci. Bonjour. Merci Canané. On l'applaudit quand même. Là, on doit applaudir. C'est fabuleux. Jamais. Non, je rigole. Je trouve ça trop beau pour pas qu'on s'arrête là. C'est trop magnifique en fait. Merci pour tout. Merci. Merci à tous lieux aussi. On se retrouve très vite, le temps de digérer toutes ces émotions qu'on vient de vivre.